Alors parlons maintenant des conventions comptables. Quels sont les différents principes qui ont été retenus au niveau des conventions? Déjà, c'est quoi une convention? Les conventions comptables sont destinées à guider le préparateur des comptes dans l'évaluation et la présentation des éléments devant figurer dans les états financiers. Elles ont un caractère de généralité moins grand que les postulats comptables que nous avons déjà vus d'ailleurs dans la vidéo précédente et peuvent donc varier d'un pays ou d'un espace géographique à un autre. Alors, les conventions comptables servant plutôt de guide pour l'élaboration des états financiers annuels du système comptable OHADA sont les suivantes. On peut retrouver, entre autres, dans un premier temps, ce que nous appelons la convention du coût historique, que nous allons bien entendu bientôt détailler. Nous avons la convention de prudence, nous avons la convention de régularité et de transparence qui parlerait beaucoup plus de l'image fidèle du patrimoine et du résultat dégagé par l'entreprise. Et ensuite, nous avons la convention de la correspondance, bilan de clôture, bilan d'ouverture, que nous pouvons également appeler intangibilité, bilan de clôture, bilan d'ouverture, convention selon laquelle le solde de fin N-1 doit être le solde de début de N. Voilà à peu près de l'exercice N. Et pour terminer, nous avons la convention de l'importance significative. Alors, dans la page suivante, nous allons voir à peu près à quoi ressemble un peu chaque convention ou de quoi parle à peu près chaque convention. Nous allons naturellement commencer par la convention du coût historique. Alors, côté convention du coût historique, on peut dire quoi? Le coût historique, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que les biens que nous achetons, qu'on n'a pas acquis à titre gratuit, sont valorisés tout simplement à leur coût d'acquisition. Parce que oui, bon, on l'a acquis, on l'a acheté, donc c'est à leur coût d'acquisition sur le marché. Combien on l'a acheté? C'est à ce coût-là que vous devez le valoriser. Je n'ai pas dit à leur prix d'achat, mais à leur coût d'achat. Ce qui veut dire que dans le coût d'achat, nous avons en même temps le prix d'achat accompagné de quoi? Des frais accessoires sur achat. Quelles sont les dépenses que vous avez eu à effectuer lors de l'acquisition de ce bien? C'est ce que vous devez mettre dans le coût d'acquisition, autrement dit le coût d'achat, pour être précis. Donc voilà à peu près ce que je peux dire à propos des biens acquis à titre onéreux. Ils doivent être enregistrés à leur coût d'acquisition, exprimés bien sûr en unités monétaires courantes. En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, eux, ils seront beaucoup plus valorisés à leur valeur vénale ou tout simplement à leur valeur actuelle sur le marché. Donc, je suis par exemple une entité à but non lucratif, j'ai obtenu un bien en legs ou bien un bien tout simplement à titre gratuit auprès d'un membre de l'organisation ou bien de l'entité à but non lucratif. Ce bien-là, on doit le mettre également à l'actif de notre bilan. À l'actif de notre bilan. Et au bilan, il sera inscrit à quelle valeur? À leur valeur actuelle sur le marché. Combien on peut acheter ce bien actuellement à l'heure actuelle? Ça coûte combien sur le marché? Quelle est sa valeur actuelle? C'est à ce bien, à cette valeur-là plutôt que nous allons valoriser dans le bilan, bien sûr, ce bien acquis à titre gratuit. Quant au bien produit, c'est-à-dire des biens que nous-mêmes, supposons que nous sommes une entité industrielle, on a produit des biens que par après nous-mêmes l'utilisons comme étant une immobilisation. Alors ce bien-là doit être valorisé à leur coût de production. Coût de production. Qu'est-ce que ça nous a coûté lors de sa production? C'est ce que nous devons prendre pour pouvoir le mettre à l'actif de notre bilan. C'est ce qu'il faut retenir au niveau du coût historique. Cette valeur n'est pas remise en cause, c'est-à-dire elle n'est pas modifiée lorsque du fait de l'inflation ou de la déflation ou de variation de prix spécifique à la catégorie de biens, la nouvelle valeur courante s'avère supérieure ou inférieure à ce coût historique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cela voudrait dire que si j'achète par exemple un bien, un bâtiment qui coûte 10 millions en 2022, je commence par l'amortir dans mon bilan. Donc à chaque fois j'ai une VCN, j'ai une VCN. Je ne vais pas
par exemple, arriver à un moment donné, dire que bon, voilà, comme actuellement sur le marché, ou bien comme actuellement ce terrain, ou bien ce bâtiment n'est plus 10 millions, que c'est 20 millions, donc je vais me précipiter, aller dans mon bilan pour aller modifier la valeur, mettre 20 millions à la place des 10 millions comme valeur d'origine. Sa valeur d'origine demeure sa valeur d'origine, on ne le change pas. Vous n'avez pas à revenir, à changer sa valeur, à modifier, à remettre en cause sa valeur d'origine lorsque du fait de l'inflation ou de la déflation ou de variations de prix spécifiques à la catégorie de biens, la nouvelle valeur courante s'avère donc supérieure ou inférieure à ce coût historique. C'est ce que je peux dire à propos du coût historique. Je vais maintenant parler d'une deuxième convention qui est la convention de prudence. Alors, cette convention parle beaucoup plus de quoi? Des amortissements, des provisions et tout autre élément lié en tout cas au bien. Alors, la prudence nous dit quoi? La prudence est l'appréciation raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et les résultats de l'entité. La règle de prudence crée une dissymétrie de traitement des charges et des produits. Et toute perte probable est systématiquement enregistrée en charge, alors que les gains potentiels ne le sont jamais. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais donner l'exemple, un exemple concret du principe de la prudence est l'amortissement. Vous savez que quand on achète un bien, aujourd'hui, que nous dit le référentiel? Il nous dit que le bien acquis de façon, peu importe, hein, que ça soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par production, du moment où vous achetez un bien et que ce bien-là est à être utilisé de façon durable, à plus d'un an, ça devient ce que nous appelons dans le jargon comptable une immobilisation. Ce n'est plus un bien, je peux dire, ce n'est pas un bien consommable, c'est un bien durable. Ce n'est pas un bien consommable, un peu comme les marchandises que nous revendons, qui sont censées être dans l'actif circulant, donc qui sont censées ne pas durer au sein de l'entreprise. Ça devient bien durable, donc une immobilisation. Alors ces immobilisations-là, quand vous les achetez, vous devez savoir que ils doivent perdre plutôt de leur valeur à chaque année. Par exemple, si j'achète un climatiseur, je ne vais pas attendre que ça se calme peut-être dans 5 ans avant de constater une diminution de valeur sur ce climatiseur. C'est un élément électronique qui peut gâter à tout moment. Donc, je dois être assez prudent pour comptabiliser de temps en temps, plus précisément à chaque fin d'année, une certaine diminution de valeur. Parce que quand vous prenez ce portable, par exemple, que vous avez acheté, à supposer que c'est une immobilisation, un élément durable de mon entreprise qui a une valeur conséquente. Ceci, quand je l'ai acheté, du moment où je l'ai utilisé déjà pendant 1 ou 2 mois, ça a déjà perdu de valeur. Je ne peux même plus le revendre au même prix sur le marché. Ça, on est d'accord. Donc, le référentiel nous demande de faire quoi? De constater une diminution. Une diminution donc de cette valeur chaque année. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle la valeur d'origine, qui est la valeur par laquelle on a acquis ce bien. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les amortissements ou les dépréciations. Parce qu'il y a aussi les dépréciations. Il peut arriver qu'il y ait des dépréciations sur le bien. Mais là, nous parlons pour le moment des amortissements qui représentent, de par sa définition, quoi? La constatation de la dépréciation de la valeur comptable nette d'un bien. Ce n'est pas la dépréciation physique du bien, mais la dépréciation de sa valeur comptable nette. Donc, on comptabilise donc l'amortissement et la différence entre la valeur d'origine et l'amortissement dans ce que nous appelons la valeur comptable nette, encore appelée la VCN, que vous verrez donc au bilan. Donc, voilà à peu près ce que nous dit le principe de prudence. D'être assez prudent et ne pas laisser la même valeur à chaque fois jusqu'à ce que ça se gâte un beau jour. Donc, nous devons être assez prudents pour pouvoir comptabiliser périodiquement la dégradation donc, de ce bien, parce que ça se dégrade. Pas que c'est gâté directement et c'est inutilisable, non, mais ça perd de la valeur. Donc voilà à peu près ce que nous dit ce principe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner en ce qui concerne en tout cas le principe de prudence. Parlons maintenant de la convention, de la régularité et de transparence. Son nom même le dit, on dit régularité et transparence. Donc là, on veut quelque part toucher quel élément essentiel? On veut toucher l'image fidèle. L'image fidèle que véhicule
nos différents états de synthèse. Donc, la convention de régularité et de transparence est une convention en vertu duquel les informations importantes doivent être présentées et communiquées clairement, sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Ce principe se trouve sous des applications diverses telles que la clarté de l'information, bien sûr, une bonne information, la régularité et la sincérité objective. Donc, nous devons être assez objectifs dans la présentation de nos états financiers. On doit être assez clair. On doit véhiculer de bonnes informations. On ne va pas vouloir c'est-à-dire dissimuler la réalité derrière l'apparence. C'est ce que nous demande ce principe de régularité et de transparence qui fait partie de nos 5 conventions. Alors, elle vise une information loyale qui respecte, entre autres, la conformité au référentiel comptable en vigueur. Est-ce que la comptabilité qui a été tenue du 1er janvier jusqu'au 31 décembre respecte le référentiel comptable en vigueur? Est-ce que nous avons utilisé les comptes appropriés? Est-ce que nous avons respecté les différents principes? C'est ce que nous dit cette convention. Alors, la présentation et la communication claire et loyale de l'information sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Donc, ici, nous voulons parler de l'image fidèle. Bien avant même d'entamer l'explication, je l'ai évoqué, l'image fidèle. C'est ça même le mot clé, si je peux le dire ainsi, donc de cette convention de régularité et de transparence. L'image fidèle. Il faut que l'information que nous véhiculons soit vraiment fidèlement relayé. Ensuite, en dernière position, il y a le respect de la règle de non-compensation dont l'inobservation entraînerait des confusions juridiques et économiques et fausserait l'image que doivent donner les états financiers annuels. Donc, la règle de non-compensation. Je vous dois 500 000, payez-moi les 500 000 francs, même si demain je vous dois aussi 20 000 francs. On ne va pas le faire par compensation. Si vous me devez 50 000, réglez-moi les 50 000 francs. Je vous dois aussi 60 000, il n'y a pas de souci. Je vous règle les 60 000 francs. Peut-être que je ne suis pas encore prêt pour vous régler la totalité de mes 60 000 francs. Je vous paye peut-être 30 000 francs, vous me payez mes 50 000 francs, je gère ça. Donc, quelque part, il faut éviter donc la règle de compensation. Donc, on nous dit ici le respect de la règle de non-compensation entre les charges et les produits. Donc, ça, c'était tout simplement la troisième convention, donc le troisième principe comptable au niveau des conventions. Parlons maintenant du quatrième. Il s'agit notamment de la correspondance, bilan de clôture, bilan d'ouverture. Son nom le dit, très simple, c'est quelque chose de très simple. On l'appelle également l'intangibilité, bilan de clôture, bilan d'ouverture. Vous n'êtes pas sans savoir que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Je l'ai dit dès l'entame d'ailleurs, et ne peuvent être imputés sur les capitaux propres d'ouverture, des incidences, des changements de méthode, ainsi que les produits et les charges sur les exercices antérieurs. Sauf des cas et d'exception, un peu comme le changement de réglementation comptable, un peu comme on a eu le cas, par exemple, de la révision du Cisco-ADA, puisque quand on a eu le Cisco-ADA révisé, nous avons constaté qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu suppression de certaines rubriques, ce qui fait que le bilan d'ouverture et le bilan de clôture risqueraient peut-être de ne pas porter les mêmes choses, parce que quand vous tombez dans l'année nouvelle, il y a certains comptes qui ont été supprimés. Nous avons donc dû utiliser ce que nous appelons les comptes pro forma, notamment lors de la suppression du compte 20, la rubrique 20, qui est charge immobilisée, qui n'existe plus dans le nouveau plan comptable. Donc, lors de cette suppression, nous avons dû utiliser le compte 47.5, plus précisément le compte 47.51, qui est ajustement spécial lié au Cisco-ADA révisé compte actif, pour pouvoir régulariser les informations ou tout simplement les montants qui concernent encore les charges immobilisées pendant ce temps. Donc, nous avons dû utiliser ce compte pour pouvoir annuler ou tout simplement pour pouvoir transférer les montants qui étaient encore dans les charges immobilisées dans l'année 2017, si j'ai bonne mémoire, puisque la révision c'était en 2018. Donc, on est transféré tout simplement dans le compte 4751 lorsqu'on est tombé dans l'année nouvelle. Donc, il y a eu des cas, on peut donc constater des cas d'exception
lors des changements de réglementation comptable. La correction d'erreurs fondamentales. Supposons que vous êtes un cabinet, on vous donne des états financiers que vous devez préparer. À votre grande surprise, et dans les états financiers, vous constatez qu'il y a des montants qui ne sont pas justes. Et si vous continuez, vous risquez peut-être de ne pas avoir l'image fidèle de la structure. Alors vous le prenez, vous avez donc la possibilité de modifier cela en les spécifiant quand même dans les notes annexes. Donc voilà à peu près ce que je peux dire, comme des cas où par exemple vous prenez et puis, je sais pas, des corrections ou peut-être il y a des pièces qu'on n'a pas pris en compte l'année passée, ou bien des erreurs vraiment assez graves, un peu comme le capital, au lieu d'un capital d'1 million par exemple, vous voyez que la personne a mis un capital de 500 000. Alors que sur la carte CFE de l'entreprise, vous trouvez 1 million. Là, il faudrait vraiment remettre cela en ordre. Donc, on nous donne la possibilité de modifier ou bien de faire des corrections d'erreurs fondamentales, tout simplement, pour que cela puisse véhiculer plutôt l'image fidèle de l'entreprise. Ce qui est vraiment vrai dans l'entreprise, vous le véhiculez en faisant des corrections d'erreurs fondamentales, notamment par le biais d'un compte de report à nouveau. Donc voilà à peu près ce que je peux dire au niveau de la correspondance bilan de clôture, bilan d'ouverture. C'est-à-dire, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre obligatoirement au bilan de clôture de l'exercice précédent. Les soldes doivent être identiques. Il ne doit pas y avoir de différence. Ensuite, nous avons en dernier lieu l'importance significative. Alors, en vertu de ce principe, tout élément susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise doit leur être communiqué. En tout cas, tout ce qui est significatif doit être communiqué dans les états financiers. C'est ce que dit ce principe, il n'y a rien d'autre. Exemple, dans le sens de l'allègement de l'information, l'arrondi possible de certaines évaluations, notamment stock, peuvent être faites, la possibilité d'accélérer l'arrêté des comptes annuels, donc d'accélérer leur publication par des estimations raisonnables des comptes de régularisation, notamment les charges à payer et les produits à recevoir que nous faisons d'habitude. Par exemple, nous savons tous qu'en fin d'exercice, nous n'avons pas tous la possibilité d'avoir les factures d'électricité de décembre. La facture d'électricité de décembre, généralement, nous le recevons en janvier, des fois même en février, dans des cas beaucoup plus pires que ça. Donc, quand il y a des situations comme ça, n'ayant pas d'informations suffisantes pour pouvoir préparer les états financiers, alors que l'une de nos principes comptables, qui est l'indépendance des exercices, nous demande de rattacher à chaque exercice ses charges et ses produits. Donc, pour pouvoir respecter également cet autre principe qui fait partie naturellement des postulats, pour pouvoir le respecter, nous sommes donc obligés de faire quoi? De passer les écritures avec un montant donné, approximatif. Parce que en janvier, on a eu certainement un montant pour les frais d'électricité, février, un autre montant. Donc, vous voyez, pour calculer un peu une sorte de moyenne de cette valeur pour pouvoir passer les écritures. Je ne vous mentirai pas en vous disant tout simplement qu'il y a quand même bien d'autres méthodes pour pallier à ce souci, puisque nous sommes dans la réalité. Il y a la théorie et la pratique. Ensuite, nous avons également la possibilité, mais avant de venir dessus ça, je continue ma lecture, la possibilité d'accélérer l'arrêté des comptes annuels, donc accélérer leur publication par des estimations raisonnables des comptes de régulation, les charges à payer, les produits à recevoir, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance et autres, ne présentent pas de différence significative avec les montants exacts. Tant que ça ne présente pas de différence significative, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Alors, la possibilité de regrouper également au plan de la présentation certains postes des états financiers. On vous permet également, quand l'information n'est pas significative, vous pouvez les regrouper tout simplement dans une même poste. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'importance significative. Pour que l'information soit véhiculée, il faut que ça soit significatif. Donc, toute information non significative peut être ignorée. C'est ce que dit ce principe comptable.
J'espère que vous avez bien suivi. Je vais m'arrêter là, hein, à la fin. Donc, nous sommes donc à la fin de la présentation des conventions. C'est une vidéo que j'ai vraiment tenu à faire parce que depuis toujours, j'ai voulu que ce soit plutôt les étudiants qui aillent faire des recherches sur ces conventions pour revenir me faire plutôt des exposés. Mais cette fois-ci, j'ai tenu à le faire, hein, pour pouvoir le partager également avec eux au cas où ils n'arrivaient pas à trouver assez d'informations assez présentes pour pouvoir nous expliquer au mieux ce que c'est que les conventions. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas du tout. Passez tout simplement, soit au cabinet ou carrément, écrivez-nous sur WhatsApp. Nous nous ferons vraiment le plaisir là de vous répondre. Merci bien et à tout à l'heure.